heureux de vous accueillir de nouveau pour échanger sur l'initiation de virement. Donc, il y a un nouveau moyen de paiement qui est offert par la DSP2. Et donc, comme on vous l'a dit, on a la chance aujourd'hui d'avoir Stéphane Ferry de Ikea qui va nous faire un retour d'expérience sur ce qu'il a mis en place, sur l'initiation de virement et tout ce qui va venir aussi, puisqu'il y a des développements prévus. Et à l'issue de donc, il va nous parler pendant 10-15 minutes et on aura une session de questions-réponses juste après son intervention, puisqu'il doit nous quitter à 9h30. Et puis après, on aura une présentation de la plateforme qui a été utilisée par IKEA, par Eddy, Compier de SSP. Et voilà, et puis après, on échangera comme d'habitude. Donc, Stéphane, je vous laisse la parole. Encore merci pour votre intervention et puis vous avez le temps que vous souhaitez et après on vous posera des questions. Donc pour les questions, comme d'habitude, vous les posez sur le chat et je les poserai à notre invité. Très bien, vous m'entendez? Très bien. Ouais, super. Bon, eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation, déjà, en particulier à SSP, bien sûr. Voilà, et donc l'idée pour moi, c'est de vous partager un petit peu notre parcours avec cette nouvelle solution. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est IKEA, bien sûr, puisque je pense que vous avez une vague idée de ce qu'on fait. En revanche, comme tout le monde, on a dû faire face à certains challenges de réorganisation de nos flux donc pendant cette dernière année et demie. Et on a pris, comme tout le monde, des décisions importantes pour essayer, autant que faire se peut, de switcher un business model full cash and carry, ou tout au moins avec une partie online de environ 10-15%, à, si possible, un modèle à 100% online. Ce qui forcément a mis au jour, ou tout au moins a mis en avant encore plus fortement certains challenges, notamment dans la partie qui me concerne, donc le paiement. Effectivement, je ne me suis pas présenté, mais donc je suis Stéphane Ferry, je suis ce qu'on appelle Payment Leader pour IKEA France, donc en charge des encaissements en magasin et web sur les solutions globales et locales. Voilà. Donc ça, c'était le challenge. Il a fallu avancer très très vite pour trouver des solutions. Voilà. Donc, ces solutions, évidemment, elles étaient assez structurantes parce que le business model change et on n'est plus vraiment uniquement un retailer physique, mais évidemment un retailer omnicanal. Donc, il a fallu qu'on puisse rajouter un maximum de modes de paiement dématérialisés sur notre canal online afin d'être le plus accessible possible et le plus agile possible. Donc, on a ajouté très rapidement PayPal, Amex Online, le 3xCB, etc. Et il nous manquait une brique importante qui est liée à une problématique qui est sans doute assez propre à IKEA, c'est qu'on a un panier moyen qui est relativement élevé sur une certaine partie de l'assortiment, donc le meuble en particulier. Et donc, on a de grosses difficultés qui avaient évidemment commencé avant le confinement, mais qui s'est accru avec le confinement sur les gros paniers et on va dire une extrême difficulté à trouver des moyens pour que le client puisse payer, donc ce qui est quand même une composante importante de notre business. Et donc, le fait de switcher vers le online a renforcé cette problématique. Voilà. Donc, la gestion des gros paniers, on avait grosso modo que le chèque. Évidemment, d'où notre partenariat historique avec SSP sur la partie garantie chèque, mais évidemment uniquement en magasin, avec évidemment aussi un fort risque de fraude, même si on est backupé par SSP, mais il n'en reste pas moins qu'on doit manager la fraude. Et donc, l'option qu'on utilisait à l'époque, c'était le virement classique. Si le chèque ne passait pas, les espèces n'étaient pas possibles, le plafond CB non plus, donc le chèque, donc le virement classique. Et évidemment, le virement classique, c'est très lourd, c'est très complexe, surtout dans une organisation comme la nôtre. Voilà. J'ai parlé des les autres modalités de paiement et également de l'expérience client qui était évidemment dégradée. Donc, j'ai également parlé des autres moyens de paiement qu'on a mis en mode backup, mais il n'empêche que l'initiation pour nous de virement était une autre solution dans notre escarcelle pour trouver une solution.
Donc ensuite, les étapes qu'on a mis en place pour accepter cette solution, évidemment, il y avait une partie juridique relativement importante à fixer avant de démarrer. Par chance, donc nous sommes déjà que client SSP pour la partie garantie chèque. Donc, on a gagné un petit peu de temps sur cette partie. Ensuite, on a travaillé en équipe interne IKEA pour définir tous les use cases possibles. Et évidemment, dès le départ, on s'est dit qu'on ne pouvait pas adresser tous les use cases possibles dès le départ, mais qu'on le ferait par étapes, et j'y reviendrai juste après. Évidemment, on a fait toute la phase d'accompagnement, d'awareness, de présentation aux instances représentatives du personnel, etc. Voilà, je pense que vous imaginez bien que dans une structure comme IKEA France, c'est relativement lourd, ce qui nous a amené aussi à un temps de projet relativement long. Donc la définition du parcours client et collaborateur en magasin, c'est assez simple et je pense que vous le verrez ensuite dans la démo faite par Eddy, mais donc le collaborateur se connecte sur la plateforme donc SSP, va rentrer les informations nécessaires pour envoyer le lien de paiement par SMS et par email. Voilà, donc évidemment en mettant le montant et les informations nécessaires. Le client reçoit le lien, ouvre ce lien. Donc après, je pense qu'Eddy abordera également les différents parcours, web to app, etc. Il va choisir ce client, le compte sur lequel il souhaite voir processer ce virement, si tant est qu'il ait plusieurs comptes dans cette banque. Et ensuite, il y a un process de validation de la transaction. L'avantage qu'on a par rapport à un virement classique, c'est qu'on a une réponse quasi immédiate qui peut être suivie donc, dans le back-office par le collaborateur à distance ou en magasin. Ce qui du coup donne une certaine forme d'instantanéité que nous n'avions pas précédemment avec le virement classique, et ce qui nous amenait à avoir de grosses problématiques de gestion des commandes et des stocks, puisque en fait, entre le moment où on envoyait les informations pour faire un virement classique et le moment où on recevait l'argent et donc on validait la commande, les conditions de stock changeaient. Et donc, en l'occurrence, on ne pouvait plus rebooker exactement la même commande, etc., etc. Une grosse partie d'accompagnement collaborateur en magasin, puisque c'est une solution parmi d'autres que l'on doit partager avec quelque chose comme à peu près, au final, ça fera 1500 collaborateurs qui sont potentiellement exposés à la solution. Donc, pour expliquer le parcours client, pour leur montrer les avantages, et évidemment, comme ils étaient confrontés à cette problématique de ne pouvoir faire payer le client, le fait de rajouter une solution qui leur permet, dans la majorité des cas, de débloquer la situation, a été plutôt bien accueilli. L'accompagnement des collaborateurs, c'est les collaborateurs du front, ceux qui sont en direct avec le client, mais c'est aussi les collaborateurs en back-office, donc sur la partie compta, évidemment des nouveaux process, de nouveaux outils pour suivre les virements, etc. Donc évidemment, on continue à apprendre au fur et à mesure que le flux augmente, puisqu'on a lancé vers fin juillet, et donc ça monte en puissance graduellement, mais c'est toujours on va dire, le learning curve qu'on observe chez IKEA, c'est ça, c'est qu'au départ, ça commence doucement, et puis ensuite, ça va grimper très fort, puisque tout le monde va voir l'avantage de la solution. Donc, on a fait beaucoup de formations. On va lancer, et c'est donc aujourd'hui même, ce mode de paiement sur la partie remote, vente à distance et centre d'appel, puisqu'on a un centre d'appel qui ne fait pas uniquement du support, mais qui fait également de la vente. Donc le centre d'appel qui regroupe quelque chose comme, avec les outsourceurs, pas loin de 8 à 900 personnes. Et donc dans ce centre d'appel, une grosse partie sales qui, évidemment, était bloquée pour les mêmes raisons que j'évoquais précédemment. Donc on le lance aujourd'hui et on croise les doigts, bien sûr, pour que ça fonctionne très bien. Voilà, que dire encore? L'étape suivante, c'est d'utiliser la plateforme, mais dans le sens inversé, c'est-à-dire de pouvoir rembourser nos clients de manière simple, puisque le process actuel est très lourd, puisqu'on demande à nos clients actuels qu'on va rembourser par virement de nous transférer leur IBAN par mail. Ensuite, il y a un traitement manuel, un reporting manuel, la construction d'un fichier manuel, etc. Donc, c'est très
très, très compliqué. Il y a une quinzaine d'étapes pour rembourser les clients par virement classique. Et en plus, on n'est pas dans les clous en termes de délai de remboursement. Donc, ce qui nous pose vraiment un problème, c'est la raison pour laquelle on veut avancer également sur cette possibilité, simplification du parcours. Et on ne sera pas évidemment dans un process instantané, mais si on peut tenir 48 heures, ce serait déjà vraiment un gros pas en avant. Et puis en plus, avec un système de relance automatique pour les clients qui n'ont pas transféré qui n'ont pas accepté le virement. Et en plus, on est en train d'inverser, si je puis dire, la responsabilité de la non-réception en tant que client de mon virement, puisque en fait, c'est moi, en tant que client, qui suis acteur. Et donc, c'est à moi de faire la démarche pour accepter de l'argent du retailer, ce qui est plutôt plus simple pour nous à gérer en termes de positionnement. Bon, on a des évolutions, évidemment, qu'on attend avec impatience, notamment l'introduction de l'instant de paiement. Voilà, on va très certainement le faire avec une banque en particulier assez rapidement, mais évidemment, le coût de la transaction qui est payé par le client n'est pas un élément facilitant pour l'acceptation. Mais bon, on va trouver un moyen de le compenser auprès de nos clients. Mais voilà, bon, il y a tellement d'avantages pour nous comme pour le client que voilà, je pense que c'est vraiment le mode de paiement de demain. Voilà. Donc, si je résume le temps que nous a pris le projet, donc on va dire que du début à la fin, il nous a fallu 6 mois. Voilà, ce qui est un temps long, mais ce qui est aujourd'hui, dans l'état actuel de l'organisation d'IKEA France, malgré tout, est un temps raisonnable, même si évidemment, j'aurais souhaité qu'on aille plus vite. Pour ce qui est de l'accueil des collaborateurs de la solution, ils sont, vous l'avez compris, très contents d'avoir cette option et cette possibilité de clôturer une vente de manière rapide et directe. Après, on apprend à travailler avec la solution. Vous l'avez compris, on est très nombreux, donc voilà, ça va monter graduellement, mais je sais que ça va vraiment exploser. Pour ce qui est des clients, évidemment, comme c'est extrêmement nouveau pour les clients, il y a une phase d'accompagnement qui est importante, qui est évidemment très simple quand on est en face-to-face sur le terrain, en arrière-caisse, et on peut accompagner le client, ce qui est un petit peu plus complexe donc quand on est à distance. Mais ce qui est très bien, c'est que le client se connecte avec ses identifiants dans son environnement de confiance. Donc, du coup, en fait, le client se sent rassuré, même si c'est un mode de paiement complètement nouveau. Donc, on n'a pas eu de refus de clients. On a même plutôt de bons retours du fait qu'on a trouvé, entre guillemets, une solution supplémentaire pour essayer de résoudre son problème qui est « je ne peux pas payer ». Voilà. Après, les cibles de clients sont vraiment multiples, hein. C'est vraiment tout client, B2C et B2B, bien sûr. Voilà. En termes de retour sur investissement, nous, la problématique principale, c'est le client qui ne peut pas payer, qui est obligé de revenir, etc. Donc, à partir du moment où on trouve une solution pour faire payer le client plus rapidement et de manière sûre, on va dire que le coût de la transaction, même si évidemment c'est toujours quelque chose de regarder, mais à partir de ce moment-là, il y a une telle valeur ajoutée que le coût de la transaction ne vient pas impacter on va dire la vision globale qu'on a de la solution. Donc nous, on y trouve un retour sur investissement, surtout quand on va activer la partie remboursement et la partie instant paiement, où là, évidemment, il y a un retour sur investissement direct, puisqu'il y a des heures travaillées donc, qui sont retirées, il y a des process de validation qui sont retirés, etc., etc. Donc là, il y a un vrai retour sur investissement direct. Voilà, j'ai essayé d'aller vite. Non, bah, merci. Voilà. Vas-y, allez-y, pardon. Non, j'ai essayé d'aller vite. Maintenant, bon, j'imagine qu'il y a des questions. Il y a certaines, sans doute, je ne pourrais pas y répondre, puisque, évidemment, je ne couvre pas l'ensemble du scope de la solution, surtout si vous avez des questions sur la partie trésorerie, etc. Mais j'essaierai d'y répondre quand même. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, je laisse les participants
poser leurs questions, alors soit à l'oral si vous le souhaitez, en réactivant vos micros, soit en envoyant un message via le chat. Euh, Alors oui, pour moi, j'aurais une ou deux questions. C'est David et ben, Brignon, Saint-Gobain Distribution. Vous avez parlé tout à l'heure de consultation des instances représentatives du personnel. C'était quoi le sujet? C'était le fait que ça pouvait générer des gains de productivité ou c'était quoi? Non, alors en fait, chez nous, on présente tous les projets qui impactent, donc on va dire, le quotidien du collaborateur dans son travail. D'accord, Et donc, en l'occurrence, l'introduction d'un nouvel outil fait partie de ce scope-là. Donc, en fait, on présente systématiquement tout, ce qui nous permet aussi de donner une vision et oui, une certaine projection dans le futur et un accompagnement des projets qui, parce qu'évidemment, on a certains projets qui sont plus faciles à vendre que d'autres. Voilà. Et donc le fait d'entretenir ce dialogue social en permanence sur globalement quasiment tous les sujets nous permet aussi de faire en sorte que les instances du personnel soient imprégnées de la stratégie et donc permettent de faire passer des sujets un peu plus délicats. d'accord. Et la comparaison avec le système de paiement historique, là, vous aviez quand même un site internet sur lequel les clients pouvaient payer par carte bleue, j'imagine. Ah oui, alors donc ce nouveau mode de paiement pardon, vient on top of ce qu'on a déjà, hein. Donc c'est-à-dire que sur le site web, évidemment, on a CB, on a, je vous le disais, PayPal depuis peu, Amex 3 fois CB. Là, on est en train d'introduire notre carte de financement. On a nos cartes internes, carte d'avoir, carte cadeau, etc. Mais il nous manquait une brique pour débloquer une situation pendant laquelle le client ne peut pas payer, appelle le centre d'appel pour dire voilà, je suis sur votre checkout, je ne peux pas payer, comment je fais? Voilà. Donc malheureusement, la solution SSP aujourd'hui ne peut pas être intégrée directement à notre checkout, hein, même si techniquement c'est possible. Mais comme c'est une solution locale pour le moment, uniquement en France, donc on ne pourra pas l'intégrer au checkout web ikea.fr. Ça veut dire que donc parfois certains clients n'arrivaient pas à payer avec les solutions que vous proposiez. Bien sûr. D'accord, mais parce que ça sous-entend qu'ils n'avaient peut-être pas forcément d'outils Internet ou de carte bleue, ou voilà. Non, en Ça fait, veut dire... tout est lié au panier moyen. C'est-à-dire que on va dire que la majorité ou le commun des mortels, avec une carte bleue normale, sans gestion de plafond, etc., quand il doit payer une cuisine à 6 500 € en ligne avec sa CB, il y a de très fortes chances que ça ne fonctionne Ah, je pas. comprends, ouais. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec Amex, on a résolu une partie du problème. PayPal aide un peu aussi, etc. Mais il n'en reste pas moins que voilà, le panier moyen nous empêche d'avoir une acceptabilité très haute. Voilà. D'accord. Merci. Alors, merci beaucoup, David, pour toutes tes questions. J'ai quelques Merci. questions sur le chat. Stéphane, donc il y en a un, c'est quel est le délai moyen entre l'initiation et la réception du paiement? Comment fonctionnent les remboursements clients avec la plateforme? Est-ce qu'on envoie un lien? Alors, a priori, ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est oui. Et quel est Oui, le pourcentage de clients relancés après une non-acceptation de virement? Et acceptez-vous un paiement échelonné par virement? Alors, j'en ai plein d'autres, donc je vous laisse déjà répondre à celle-là. alors le délai moyen entre l'initiation et la réception, c'est, on va dire, entre 72-96 heures, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a peut-être quelqu'un des SSP pour me backuper sur le sujet, mais je pense que c'est en moyenne ceci. Ensuite, il y a quel est le pourcentage relancé après la non-acceptation du virement. Là, on parle peut-être de la partie remboursement qu'on n'a pas encore lancé. Donc, ça doit Non, être sur ce le virement, sujet. c'était un lien et euh, non acceptation. Non, je pense que sur le pourcentage de non-acceptation, c'est j'envoie un lien et quel est le Ah, les pourcentage de refus. clients qui, OK. qui, qui, oui, qui payent via ce lien. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un point effectivement de vigilance pour moi en particulier que j'ai donc soumis à SSP récemment. Aujourd'hui, on n'est pas sur un taux d'acceptation suffisamment élevé pour moi. Donc c'est un point qu'il faut regarder plus en détail. Mais donc je vais être transparent avec vous. C'est un point qu'on n'a pas encore échangé vraiment avec SSP. Donc ils doivent revenir vers moi sur ce sujet. OK. Sur le paiement échelonné par virement, vous avez dit que vous ne le faisiez pas, mais Donc on en ça, on ne le parlera fait juste après. pas. Voilà, on en parlera après dans le cadre de la démonstration.
quels sont les premiers résultats du scoring? Donc, taux de refus, ça, on vient d'en parler. Alors, attendez, parce que bon, la solution de paiement est déployée uniquement. Non, alors non, elle n'est pas sur le site web. Hein. Elle est, voilà, elle est vraiment, c'est vraiment aujourd'hui une solution de backup qu'on a en magasin et en remote. Voilà. Mais elle n'est pas en front sur le client. Après, est-ce que c'est utilisé pour des régularisations d'impayés? Alors non, puisque en fait la partie impayée qui pour nous est, allez, on va dire à 99% localisée sur le chèque, est déjà gérée par SSP par ailleurs. Ok. Et est-ce qu'il y a des offres, des banques absentes de l'offre de virement? Dans l'autre sens, quelles sont les banques aujourd'hui qui sont acceptées? Oui, alors aujourd'hui, il y a une banque absente, donc qui devrait être une grosse banque absente qui devrait être mise en place très rapidement, mais qui, pour des raisons techniques, et là, une fois encore, je demanderai peut-être le soutien de Vincent Oudéli, ne peut pas être introduite autrement qu'en instant de paiement, alors que les autres voilà, peuvent être introduites différemment, ce qui fait qu'aujourd'hui elle nous manque, mais voilà, les discussions sont intenses pour pouvoir l'insérer. Évidemment qu'il n'y a pas l'ensemble des banques du landscape bancaire français, mais il y a vraiment 97% des gros acteurs. Donc aujourd'hui, à part cette grosse banque, donc je vais le dire, c'est le LCL, toutes les autres grosses banques sont présentes. Oui, donc quasiment la totalité de vos clients sont couverts par la solution. Ah, c'est ça. Et Ouais. après, deux dernières questions. Alors, il y a un rebond sur les 48 à 72 heures pour comprendre pourquoi on a ce délai, sachant que dans les virements qu'on fait aujourd'hui, alors c'est pas forcément, à part l'instant payment où on l'a dans la seconde, mais enfin, dans la minute, sur un virement classique, en général, ça se fait dans les 24 heures. Oui, Donc là, très concrètement, voilà, ouais, c'est un point de trésorerie. Peut-être que Eddy pourra revenir sur le sujet, hein, sur la raison pour laquelle il y a ce délai aujourd'hui. Ok, et l'autre question qu'il y avait, c'était savoir s'il y avait un projet de déployer dans les autres pays européens où est présent IKEA. Alors, pour l'instant, non. Évidemment, c'est regardé avec attention par Global, puisque la problématique qu'on a en France est bien évidemment la même dans les autres pays. Donc, je pense qu'en fait, ils sont en train de regarder deux choses. Ce qu'on fait nous, ce qui se fait sur le marché par ailleurs, pour de toute façon, à un moment donné, arriver à une offre qui sera donc intégrée nativement dans tous nos systèmes. Voilà, moi j'ai partagé de toute façon notre expérience et j'ai partagé l'offre SSP avec IKEA Global. Voilà, donc je ne sais pas du tout, puisque malheureusement je ne suis pas dans toutes les discussions au niveau d'IKEA Global. Voilà, mais je pense que oui, il y a des choses qui vont avancer de ce côté-là. Et oui, l'objectif, Avec SSP ou pas, je ne peux pas vous dire. on vous laissera négocier hors antenne. Voilà. Et oui, avec pour objectif, comme vous le disiez tout à l'heure, d'être dans le checkout, donc d'être dans le parcours complet de Oui. paiement en fait, à terme. Alors, oui, par contre, ce qu'on va faire, c'est, puisqu'on a une partie web locale, une partie web globale, sur la partie web globale, je n'ai pas vraiment la main pour y aller tout seul. Par contre, sur la partie web locale, j'ai les moyens d'y aller tout seul. Et oui, il y a un use case en particulier qui est pour nous toutes les ventes de cartes cadeaux en B2B, puisqu'on travaille avec de gros acteurs B2B pour la vente de cartes cadeaux. Et là, on a un use case particulier qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas cette instantanéité justement du virement, puisque ce sont des virements classiques, ce qui manque. Voilà. Et donc, voilà, j'ai déjà évoqué le sujet avec SSP, mais on va travailler sur l'intégration de cette offre sur la plateforme web B2B carte cadeau. Voilà, c'est un use case particulier. D'accord. Et peut-être, comment ça, c'est des checkout. Dernière question, et je reviens sur l'instant payment et donc, ce que vous disiez tout à l'heure du problème que l'on a parce que ça coûte en général 1 euro pour le client. Enfin, donc, en fait, vous envoyez un lien et le client pourrait payer en instantané, mais ça va lui être débité par sa banque. Sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez enfin, qu'est-ce que vous aimeriez développer, ou est-ce qu'il y a des contreparties possibles pour vos clients?
On fera forcément une contrepartie possible, qui est forcément assez simple quand on est en magasin, puisque on peut basiquement offrir de café. Enfin voilà, donc c'est assez simple en magasin. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas que le client supporte le coût du paiement. Voilà, mais une fois encore, si on offre, enfin si on apporte un service supplémentaire au client pour payer rapidement et être sûr que le paiement est effectué, on a tout intérêt à pousser l'instant paiement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question pour Stéphane. Peut-être en attendant que quelqu'un la pose, Eddy, si tu voulais compléter peut-être sur le délai de 48 à 72 heures ou les banques possibles. Oui, effectivement, en fait, faut bien faire la différence entre un paiement initié en instantané et un paiement initié, un virement simple, sachant également que tout dépend si on collecte ou pas. Donc, si on fait la collecte des fonds, ça passe forcément par notre compte de paiement avant d'être versé, alors qu'effectivement, quand on est en direct, on reverse directement sur le compte bancaire du client. Là, c'est beaucoup plus rapide, ça J+1. D'accord. Donc, ça dépend de la tuyauterie. Alors, Olivier, je vois ta question, c'est juste après qu'on on va voir c'est Olivier Veillant qui posait une question sur quelle est la solution utilisée. Et donc, on a la présentation de la solution juste après l'intervention, dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non? Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour cette présentation. Je vois qu'on a quelques problématiques en commun et le sujet nous parle beaucoup. On avait une question sur l'intégration de l'outil qui est utilisé en magasin ou au contact center, c'est-à-dire pour les collaborateurs, j'entendais 600, 800 collaborateurs. Est-ce qu'ils ont un back-office de SSP à partir duquel ils envoient les liens de virement? Ou est-ce que c'est au contraire intégré dans les outils d'IKEA le fait d'avoir des appels d'API chez SSP pour finalement rendre autonomes les collaborateurs pour envoyer ces liens de virement? Alors pour l'instant, on utilise la solution donc SSP. En step 2, effectivement, on a imaginé de développer notre propre back-end sur lequel on va connecter l'API SSP parce qu'en fait, pour tout vous dire, on a un projet de back-end un peu plus large que uniquement d'envoyer des liens d'initiation. Et donc, on voudrait que ce composant soit un peu multi-usage et on pluguera SSP comme on va plugger d'autres acteurs avec lesquels on travaille pour, en fonction du use case, envoyer tel ou tel lien voilà, avec ce back-end, on fera aussi de la caution. Enfin voilà, c'est pour vous expliquer qu'on va uniformiser l'utilisation d'un seul et même back-end pour plusieurs use cases. Mais pour l'instant, on fait uniquement au travers de l'outil DPA. Et donc, par exemple, pour la création des utilisateurs, on peut le faire en masse, c'est-à-dire que voilà, on a envoyé SSP des fichiers Excel ou CSV pour pouvoir uploader directement dans le système, on va dire au premier batch de collaborateurs, sinon c'est un peu compliqué et fastidieux de le faire un par un dans le back-office. Voilà. Okay, merci. Alors, c'est la question de départ. Je promets, j'arrête après. Donc, ça, c'est la question de départ, l'envoi du lien. Et au retour, du coup, les collaborateurs au contact center suivent, ou en magasin, suivent la réception du virement dans les back-office de SSP, où là aussi, il y a une intégration retour sur le système d'information d'IKEA. Aujourd'hui, il n'y a aucune intégration. Ce n'est pas les mêmes personnes, évidemment, qui regardent la validité, si le lien a été validé et si l'échéance a été constatée. Évidemment, l'échéance, c'est plutôt la partie trésorerie et la partie lien, c'est plutôt le collaborateur qui est en front avec le client, puisque, comme vous l'avez compris, on a le retour. Si le paiement est validé, on a le retour directement. Donc, voilà. Et même en termes de relation avec le client, c'est quand même plus simple de clôturer, on va dire, de clôturer la relation par « oui, c'est bien validé, pas de problème, monsieur, je valide votre commande, bonne journée ». Donc, le collaborateur reste en ligne en fait, avec le client pendant la phase de paiement, d'accord. Absolument, ouais. C'est des liens email ou SMS ou autre? J'ai pas tout compris, je crois, et on envoie par mail et SMS, c'est ça? D'accord. Okay. Oui, les deux, ouais.
Voilà. Je suis désolé, mais malheureusement, j'ai un impératif très contraignant sur l'heure. Merci beaucoup, Voilà. Stéphane. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée, merci. Au revoir. Pour toutes les informations. Au revoir. Au revoir. Donc, Maria, je pense que la question que tu poses, on pourra y répondre. On va peut-être y répondre tout de suite. Eddy, c'est le RIB doit-il être au nom du client ou peut-on mettre un RIB de tiers? Donc, c'est pas forcément un RIB, ça fonctionne un peu différemment. Je pense que la démonstration va montrer comment ça fonctionne. Tout à fait. Le but, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas de RIB à saisir, puisque le RIB, c'est déjà long. Il y a un risque d'erreur de saisie assez important. Et puis, il y a un risque d'usurpation et de fraude qui est très important lorsque on choisit de mettre en place un RIB. Là, en fait, on va initier uniquement vers la banque du client. Je vais vous le montrer. Et du coup, c'est le client qui va identifier le compte à partir duquel il souhaite que le virement se fasse. Et nous récupérons l'IBAN de ce compte si éventuellement il y a d'autres transactions à faire, notamment pour une signature de e-mandat, si on veut mettre en place du prélèvement derrière. Et c'est là où, effectivement, il n'y a aucun risque, il n'y a pas d'information de paiement, d'IBAN qui circule, ni pour le compte du bénéficiaire, ni pour le compte du payeur, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a plus de risque d'erreur, de saisie ou d'usurpation ou de fraude. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être… Alors, je vais te laisser la main pour que tu… Voilà. C'est peut-être Merci pour tout ça. Est-ce qu'il nous est possible d'enregistrer cette démo ou c'est plutôt vous qui le faites? On le fait. D'accord, merci beaucoup. Ça nous intéresse. Alors, écran partagé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc ça, c'est l'interface en mode SaaS. Donc l'interface en mode SaaS, c'est DPA, Dynamic Payment Acceptance. Cette plateforme propose de nombreuses options qui sont pré-paramétrées, qui sont activables ou non, soit à la main de l'opérateur, soit en fonction de ce que vous avez intégré ou ce que vous avez prédéfini. Ces fonctionnalités-là, aujourd'hui, sont également en train de s'enrichir avec pas mal de services supplémentaires, notamment qui ont été demandés par certains clients qui vont répondre à différents use cases, entre une marketplace ou encore la plateforme SNCF où ils nous ont demandé pas mal d'évolutions. Ces évolutions-là seront donc disponibles prochainement pour tous nos clients. Là, en l'occurrence, c'est la plateforme qu'utilise IKEA, très clairement. Bon, celle-là, c'est celle de PSA, de Peugeot. Voilà, là, vous avez la possibilité de créer une transaction avec le type de client, particulier ou professionnel, de rentrer une référence client. Et ensuite, je vais créer une transaction avec, là encore, lorsque c'est intégré en API ou c'est intégré dans un ERP, c'est forcément, ces informations sont nourries par le système. Là, en l'occurrence, je peux saisir ces informations avec mon numéro de téléphone, mon email, mon nom, mon prénom. Ici, tout l'outil, il est personnalisable avec votre logo, votre charte graphique. Vous avez ici un message transactionnel qui sera envoyé par SMS ou par email. L'adresse du client et ensuite les modalités de paiement que vous souhaitez choisir. Donc, ce dont on a parlé avec IKEA, c'est uniquement l'initiation de paiement par virement. DPA propose différentes modalités de paiement. Donc, l'entrée de la plateforme, c'est ce qui fait la différence avec un autre PSP. C'est-à-dire que nous, on ne propose pas une palette de moyens de paiement. L'idée, c'est plutôt de proposer des modalités de paiement qui vont répondre à un besoin du client en fonction de ce que le commerçant veut lui proposer. Donc, un paiement immédiat, un paiement en plusieurs fois ou un paiement en différé. Donc, quand on est sur un paiement immédiat, le client peut payer soit par carte bancaire, si vous voulez choisir la carte bancaire. Si vous avez déjà vos solutions de carte bancaire et d'acquéreur, on n'active pas cette partie-là. Le gros avantage, c'est que quand on passe par notre plateforme, quand une carte bancaire est refusée, on va faire un recall automatique sur un autre moyen de paiement, et notamment le virement. La personne qui est justement confrontée à la problématique de plafond, sa carte ne passe pas, automatiquement, on lui propose le virement, et le client qui a l'argent sur son compte trouve enfin une solution dans le même outil, dans le même canal. Donc, on va prédéfinir si on active l'un ou l'autre.
Pareil pour le paiement en plusieurs fois. Donc là, on a plusieurs solutions pour le paiement en plusieurs fois, avec des modalités de paiement qui peuvent être prédéfinies par le marchand, du 2 fois, du 3 fois, du 4 fois, du 10 fois, 12 fois. Voilà, là encore, soit par compte bancaire, soit par carte bancaire, avec des solutions financées ou non financées. Lorsqu'on est sur du plusieurs fois financé, on a intégré les services donnés pour du 3-4 fois B2C, en carte bancaire. On a du 3-4 fois non financé opéré par virement-prélèvement. Donc, on parle de Cinematics Mix avec une première initiation de paiement par virement et ensuite des prélèvements. C'est par exemple beaucoup de cas d'usage dans le voyage où effectivement, on a un premier paiement à la réservation et un paiement avant le départ. Et on a également du paiement 3-4 fois financé B2B, avec là encore, le marchand reçoit la totalité du financement immédiatement et ensuite un étalement de paiement en 3 fois ou en 4 fois. Et ensuite, bien, du différé. Donc là, on est vraiment sur du pay later. Du pay later, on peut à peu près faire également tous les délais, puisque lorsqu'on va payer par compte bancaire, ça va être du prélèvement. Donc, on va souvent faire une AIS, qui est l'agrégation d'informations de services de paiement, qui va nous permettre de récupérer l'IBAN du compte à prélever plus tard et faire signer un e-mandat. Et du coup, ensuite, on va proposer les différents délais, 15 jours, 30 jours, on peut faire jusqu'à 90 jours de différé. Et là encore, avec des offres parfois de financement sur du différé. Une transaction, donc on va la créer une transaction, on met un petit montant parce que ça va être un vrai virement qui va être réalisé avec ma référence et le label. Là, on est dans l'atelier d'un garage PSA. Et là, je vais envoyer le lien de paiement. Pardon, juste, je n'ai pas compris la différence entre l'utilisation de la carte bancaire ou du virement et la mise en place d'un prélèvement. C'est pour le différé, c'est ça? Exactement. Vraiment, on va utiliser pour du paiement comptant le moyen le plus sûr d'avoir le paiement immédiatement ou à J+1, qui est complètement sécurisé. Donc, le virement étant irrévocable, c'est parfait. Et le carte bancaire, c'est très souvent utilisé. Et ensuite, effectivement, dès lors qu'on est dans du délai de paiement, on ne peut pas initier un virement puisque le virement, il est immédiat ou instantané. Donc, du coup, là, on va utiliser le prélèvement. Et la problématique du prélèvement, c'est qu'il faut un e-mandat. Et du coup, il faut récupérer l'IBAN. Donc, effectivement, l'AIS, contrairement au PIS, le PIS, c'est l'initiation de paiement par virement, l'AIS va nous permettre de nous mettre en relation avec la banque, notamment quand IKEA vous parlait de rembourser un client. Quand on ne sait pas vers quel compte rembourser, eh bien, le client va identifier le compte, il va choisir sa banque, il va choisir son compte dans sa banque, et du coup, on va récupérer l'IBAN, ce qui nous permettra de faire un virement de remboursement ou de faire l'autorisation de prélèvement, elle est donc automatique du client. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas besoin de signer de mandat de prélèvement. Alors, si c'est une signature électronique. C'est une signature électronique, d'accord. Oui, donc, il accepte. OK, merci. De rien, je vous en prie. Donc, juste dit, il y avait des questions, tant qu'on est sur le différé, est-ce qu'on utilise le prélèvement sur CD en plus du prélèvement sur compte sur IBAN? Pardon? Et une question sur le différé. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser le prélèvement sur carte bancaire? Donc là encore, sur carte bancaire, quand on fait du différé, du 30 jours, 15 jours, etc., c'est du pay later utilisé et on utilise Onet parce que nous, on n'est pas acteur carte et financement sur du différé. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va faire du financement, on va passer sur de la carte, on va passer par un partenaire qui est Onet. Pour ce qui est du… Voilà, et on va utiliser, nous, le prélèvement sur le B2B avec financement ou alors sur le B2B ou sur le B2C sans financement. Et alors, sur Onet, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a Conet et tu envisages d'autres partenaires Conet ou c'est un partenariat exclusif? Non, c'est un partenariat exclusif pour une simple et bonne raison, c'est que on a le parcours le plus fluide possible avec Onet. C'était un des premiers déjà à avoir des API ouvertes. Et aujourd'hui, on construit un accompagnement européen. Donc, ils ont déjà ouvert à notre demande, plusieurs pays.
pour nous accompagner. Et du coup, c'est cette exclusivité qui font qu'ils investissent avec nous et on accompagne nos clients sur les pays qu'ils souhaitent ouvrir avec du financement. Ok. Après, on complétera effectivement par d'autres acteurs. Dès qu'on sort des pays où ONE est présent, on choisit d'autres acteurs. On est en train de choisir un acteur pour la Turquie, par exemple, qui sera haute qu'ONE. Ok. Je vais plus loin dans Oui, et puis on continuera sur les questions après. mon opération. Donc là, vous voyez, je vais ouvrir mon iPhone. J'ai donc reçu un texto, un SMS que je vais ouvrir. Et là, j'ai l'intégralité de la transaction qui m'est présentée, de 1,23 €, avec toutes les modalités de paiement. Pardon, je mets une petite pause, je reviens un tout petit peu en arrière, avec les modalités de paiement que le marchand souhaite me proposer. Donc là, dans cette démo, on les a toutes activées. J'ai le payé maintenant, j'ai le payé en plusieurs fois, j'ai payé plus tard. Et donc, du coup, vous voyez bien que la transaction est complètement lettrée avec le compte du marchand. Ensuite, la seule chose qui va être demandée, c'est la banque du client. Donc, vers quelle banque, avec quelle banque vous souhaitez payer. Je n'ai pas demandé d'autres informations que celle-ci. Le client va choisir sa banque, en l'occurrence Société Générale. Et là, effectivement, on préparamètre la transaction et on le réoriente vers son espace banque en ligne. Donc là, on est sur le cas, on est en web to app. Le client a l'application bancaire, donc on va diriger directement sur son application. Ça aurait pu être en web to web, où là, ça va être la page web de la banque qui va s'ouvrir. La transaction est présentée avec effectivement le compte depuis lequel la transaction va être initiée, le compte du client. Donc là, vous voyez bien, j'ai récupéré l'IBAN de ce client. J'ai ensuite la transaction avec le compte du bénéficiaire. Ici, c'est via Mobis. Là, ce serait Ikea, en l'occurrence, avec cette transaction d'1,23 €. Vous avez le type de virement qui est un virement ponctuel, le prestataire et la date d'exécution. Pardon, l'identification de client quand il n'a pas l'application, elle se fait. C'est lui qui doit se connecter sur son compte. Non, c'est sa page web, la page web qui s'ouvre automatiquement. Donc, mais comment il est identifié par la banque sur son compte directement? Oui, à chaque fois, effectivement, il y a le moyen d'authentification qui va être. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, par exemple, là, je confirme, donc il est bien notifié que le virement est non modifiable, irrévocable, et donc du coup, qu'il ne pourra pas l'annuler. J'ai la transaction qui lui est présentée. Là, je m'authentifie pour valider la transaction. Donc, ça peut être du Face ID ou Touch ID selon comment vous avez paramétré le téléphone. Et la transaction est validée. Donc, cette transaction qui va être validée, effectivement, moi, opérateur Ikea, j'ai besoin de m'assurer qu'elle est bien exécutée et validée. Je vais aller dans mon back-office et je retrouve ici la transaction d'1,23 € qui est faite par un virement CFDB avec un statut qui est validé, avec la date du paiement. Oui, juste donc, sur le 48-72 heures, c'était la mise à disposition des fonds. Oui. Par contre, on a l'information de manière instantanée que le virement a été validé par le client et donc par la banque. Exactement. Et lorsqu'on l'a, effectivement, sur un virement, on a la possibilité d'initier un virement, soit en virement simple, soit en virement instantané. Mais en fait, quand on ne peut pas, lorsqu'on l'initie en virement instantané, il sera forcément instantané. Donc, si le client le refuse, ça ne donne pas lieu à un virement simple. Apparemment, il y a des transactions qui sont faites en carte bancaire dans l'interface qu'on voit. Ça veut dire que pour les paiements immédiats, vous faites office de PSP? Alors, on est complètement. Alors, DPA, la plateforme que vous avez là, c'est une plateforme de paiement multi-paiement. Donc, on peut agréger tous les moyens de paiement sur la plateforme. Généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on agrège les moyens de paiement les plus à l'avantage, soit dans le parcours du client,
soit l'avantage du marchand. Alors, en l'occurrence, lorsqu'on est sur un paiement comptant, sur un gros montant, on va plutôt l'initier en virement par compte bancaire qui coûte beaucoup moins cher qu'une carte et qui ne présente pas les problématiques de plafond que présente une carte. Donc, on va plutôt avoir un intérêt à pousser le virement. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, quand le paiement comptant est choisi, c'est d'abord le paiement par compte bancaire qui est ouvert. La carte bancaire était présente tout en bas. Je vais la voir ici. Et ici, là en bas, j'ai bien... Je vais essayer d'aller doucement pour ne pas le rater. Vous voyez ici, on a bien ici paiement par carte bancaire. Donc, on a deux volets, compte bancaire ou carte bancaire. Si le client ne veut pas payer par compte bancaire ou si le marchand ne veut pas forcément mettre en avant le compte bancaire, ça peut être par carte bancaire. Et ce que j'expliquais, c'est qu'il y a une dynamique de recall entre les moyens de paiement, ce qui fait que quand une carte bancaire échoue, on propose un virement. Quand un virement échoue, on peut également proposer un prélèvement qui sera, là, si le marchand le souhaite, scoré et garanti par SSP. Là, on va décaler de quelques jours parce qu'il se peut que lorsqu'on initie le virement, le salaire de la personne n'est pas tombé. Cependant, cette personne ou cette entreprise est solvable. Il n'y a pas de souci. Nous, on le connaît bien. La probabilité de recouvrement est très forte, donc le fait qu'il n'y ait pas de rejet. Donc, nous, on va garantir la transaction et on va la différer de 2 ou 3 jours. Ce qui propose encore une alternative de faire en sorte que ce ne soit pas un paiement qui échoue. On propose toujours une solution supplémentaire pour là augmenter le taux d'acceptation. Dans les questions qui ont été posées au moment où tu présentais la fin du parcours, il y avait donc sur le paiement en X fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, donc je crois que tu disais c'est 3-4 fois aujourd'hui. Oui, alors en fait, ce qu'il faut différencier, c'est qu'on peut, il y a du paiement financier et du paiement non financier. Dans le paiement non financier, on peut faire ce qu'on veut, puisqu'on n'est pas sur être obligé d'être allié à un établissement de crédit qui va financer l'opération ou un facteur qui va acheter une facture. Donc, du coup, forcément, nous, on n'est qu'un établissement de paiement, donc on ne va pas financer. Quand on met un paiement récurrent, je ne vais pas aller faire du financement sur un paiement récurrent. Donc, par contre, on va mettre en place du prélèvement avec des options ou pas de garantie. Donc, je ne vais pas pouvoir garantir un prélèvement sur 2 ans ou 5 ans, un prélèvement récurrent. Par contre, je peux le scorer et établir le e-mandat pour faire ensuite processer les prélèvements à date à travers l'outil. Et je peux également garantir, lorsque je vais faire un prélèvement jusqu'à 90 jours, je vais pouvoir garantir le paiement de ce prélèvement. Donc, ce qui veut dire garantie, veut dire rachat de la créance et du coup, remboursement, indemnisation du client, et on fait tout le parcours de recouvrement. Lorsqu'on est sur du B2B, on travaille avec un facteur qui finance la facture, qui rachète la facture. Et nous, on est l'opérateur qui processons les flux. Alors après, dans les autres questions, est-ce qu'il est possible d'avoir une démo d'un règlement pour un client qui ne trouve pas la banque dans la liste? Ou savoir comment ça se passe? Un démo, en fait, nous, ce qu'on fournit, c'est effectivement toute la liste des banques. Aujourd'hui, comme on vous disait, par LCL, en grosse banque, on peut avoir quelques banques, AXA Bank, par exemple, qui vont être des petites banques ou des banques exotiques de pays étrangers en France. Ou sinon, toutes les autres banques seront présentes dans la liste. Sachant également ce que l'on fait, et c'est ce qu'on livre pour IKEA ou pour les huissiers de justice, c'est de faire en sorte que le client n'ait plus à choisir sa banque. Ça va être l'opérateur qui va choisir la banque. Donc, immédiatement, notamment dans le recouvrement, on a déjà la banque, un huissier qui sait la banque du client, mais il peut directement faire le choix de la banque et envoyer un lien, non plus de paiement, mais un lien d'initiation qui va faire que ça va initier directement le paiement auprès de la banque du client, avec le consentement, bien sûr, du client qu'on obtient préalablement. Donc, ça veut dire que là, dans ce que tu montrais sur le smartphone,
Oui. toute la partie de sélection est bypassée. Je tombe directement sur, quand je clique sur le lien, je tombe directement sur ma banque et mon login password, mon authentification. Quoi. Okay. Tout à fait. Et ça, c'est l'avantage. Effectivement, là, on n'est plus sur du lien de paiement avec la plateforme où ça renvoie vers la plateforme de paiement. On est vraiment sur du lien d'initiation propre. Donc, il peut faire être aussi un lien qu'on va mettre dans une facture, dans un devis ou un QR code qui va permettre que dès lors qu'on clique sur ce lien, si les informations bancaires sont préétablies, si le compte de paiement est déjà ouvert auprès de CSP ou qu'il y a eu une AIS, on va initier directement le paiement vers la banque du client. Ce qui évite encore une étape. Alors après, il y avait une question sur le coût des transactions entre virements, prélèvements différés, paiement plusieurs fois. Quelles sont les transactions qui coûtent et qui ne coûtent pas pour le client, mais on peut poser aussi la question pour le donneur d'ordre. Oui, alors en fonction, ça va dépendre du panier moyen, ça va dépendre de la volumétrie, avec des tarifs qui peuvent être dégressifs en fonction de la volumétrie ou du panier moyen. Un coût de transaction par virement est un coût fixe qui coûte entre 20 et 35 centimes de coût fixe à la transaction, une fois, donc quel que soit le montant. Donc, contrairement à une carte bancaire qui est en pourcentage du montant, c'est là encore, dès lors qu'on est sur des gros montants, on a un intérêt certain. Et ensuite, le prélèvement, il y a une signature de mandat, de e-mandat. Donc, le e-mandat, c'est pareil, c'est un coût dégressif qui est entre 80 centimes et 1,50 € la signature du e-mandat qui aura lieu une seule fois, puisqu'après, une fois que le client a signé un mandat avec SSP, il n'a plus besoin d'en re-signer un second. Et le prélèvement, on a un coût de processing qui est de quelques centimes de processing. Et la garantie, par contre, du prélèvement dépend du risque client. Donc, forcément, on va avoir un taux qui va être différent entre un prélèvement qui va être en B2C ou en B2B, selon le secteur d'activité, selon le panier moyen, selon le délai d'octroi de la garantie sur le prélèvement. Si plus le délai est long, et généralement plus c'est coûteux. Et tout dépend s'il y a financement ou pas financement. Sur des taux de financement, voilà, on est sur des opérations autour de 3,5-4% en B2B ou en B2C sur du 4 fois, par exemple. Excusez-moi, Elie, c'était plutôt côté client. Oui, c'est ça. C'est côté client. À part le virement instantané, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme transaction qui peut côté client, le client, il ne paye rien puisque les coûts de transaction sont supportés par le marchand. Il n'y a effectivement que le cas où le virement est choisi et proposé en instantané, où là, selon les banques du client, il va être facturé jusqu'à 1 € pour certaines banques et c'est gratuit aussi dans beaucoup de banques aujourd'hui. On a une question sur la possibilité d'annuler un virement donc, pour le client final, mais ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Non, le virement est bien irrévocable, il ne peut pas l'annuler. À partir du moment où vous l'avez vu, c'était bien marqué. S'il clique, c'est terminé, il ne peut plus l'annuler. Voilà. Et après, sur Ikea qui n'a pas choisi la solution d'Instant Payment, c'est sur ces problématiques de coût de mémoire. Enfin, je laisse Eddie compléter. Oui, effectivement. Alors, l'Instant Payment, il est intéressant que dans certains cas. Si vous n'avez pas de problème de trésorerie, gagner une journée de trésorerie n'est pas forcément très important. Et effectivement, aujourd'hui, tant qu'il représente un coût pour le client, et le fait que je vous ai expliqué que si j'initiais un virement instantané et que le client le refusait parce qu'il avait un coût, eh bien on n'a pas de possibilité de rattraper dans le même canal cette transaction pour l'initier du coup en virement simple. Et donc, du coup, effectivement, c'est des petites choses. On travaille aujourd'hui avec d'autres clients sur comment faire en sorte que quand on initie en instantané, le client accepte le coût. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le paiement instantané, le virement instantané, on va toujours répondre à une grosse problématique. J'ai un camion qui est en station, l'encours client est à 0, le camion doit faire le plein, bien forcément, là, le virement instantané va avoir un intérêt. Et même s'il a un coût de 1 €, je propose une solution
qui malgré tout, débloque une situation conflictuelle ou compliquée. Et donc, du coup, le coût n'est pas vraiment un sujet. OK. Mais alors après, dans les autres questions, toc, toc, toc. Donc, une question sur les comptes bancaires, enfin les applications bancaires ou les comptes bancaires qui ne sont pas aujourd'hui connectés à la plateforme. Donc, on parle donc c'est plutôt pour les petites entreprises. Donc qui pourraient ne pas avoir accès à une application bancaire ou la banque Conto qui savoir si elle est connectée ou si elle sera connectée. Donc là, on est plutôt sur Oui, alors vraiment des professionnels, des gens seuls. Les néobanques sont souvent en retard sur la mise en place de leurs API. La plupart sont en train ont pris du retard, mais vont être connectés. Ça, c'est le premier point. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a certaines néobanques qui ne sont pas présentes dans la liste des banques, mais qui vont l'être à l'avenir. L'autre question, c'était… alors c'était Conto, et puis c'est des pros qui n'ont pas d'application, donc qui sont dans une banque qui n'a pas d'application bancaire. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que là, je vous ai montré en Web2App, parce qu'effectivement, la plupart des banques aujourd'hui fonctionnent en Web2Web, pas en Web2App. Le Web2App présente un gros avantage, c'est que c'est encore plus fluide, mais vous êtes exactement dans le même parcours que vous pouvez avoir lorsque vous faites un paiement carte. Lorsque vous faites un paiement carte à distance, votre transaction bancaire, elle vous est présentée, notamment pour une authentification forte, à travers soit votre application bancaire, soit à travers une page web. C'est cette page web qui s'ouvre, la page web de la banque. Donc, c'est pareil que ce soit en Web2Web ou en Web2App. La seule chose, c'est que c'est plus fluide en Web2App. Donc, ça ne pose pas de problème quand l'entreprise ou le particulier n'a pas son application bancaire. Il faut par contre qu'il ait un téléphone. Ou un accès à ses emails. Parce que par email, c'est pareil. Sur un ordinateur, vous cliquez sur l'email, ça vous ouvre la page de la banque, vous vous authentifiez, vous avez la transaction qui vous est présentée, vous la validez. Ça revient au même. Oui, alors c'est un smartphone, il faut qu'il y ait un smartphone. Smartphone ou un accès à un email. Oui, non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que s'il arrive avec enfin, je vois Pascal, ça me fait penser à une vieille vie qu'on avait eu tous les deux, les Nokia 3310. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais, tout à fait, là, ça devient plus compliqué. Alors, il y a une question sur le coût de l'instant payment. Donc ça, c'est un coût qui est décidé par la banque du client. Et c'est autour de 1 €, ce qu'on voit aujourd'hui dans ce qui est facturé. Et autre question, savoir quels étaient les pays où le paiement en plusieurs fois était déployé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a paiement plusieurs fois financé. Le paiement plusieurs fois financé, on vient de lancer sur du B2B l'Espagne, parce que c'était le pays pilote, notamment pour PSA. Mais on va l'étendre sur tous les pays où sont présents PSA petit à petit. En B2C, donc avec Onet, on est déjà sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, prochainement la Pologne le mois prochain, les Pays-Bas. Voilà. J'aurais une question à propos de David Brillon, à propos des avertissements là, au moment de la validation. J'en parle parce que j'ai eu la déconvenue il n'y a pas très longtemps. Lorsqu'on n'utilise pas sa carte bancaire, mais plutôt le virement, on n'a du coup pas les garanties ou les assurances qui sont accrochées à notre carte bancaire. Et il n'y a pas d'avertissement là. On pourrait au moins avertir le client qu'en cas d'utilisation du virement, toutes les garanties qui sont attachées à sa carte bancaire ne pourront pas être utilisées. Oui, ça c'est la main des banques et normalement sur l'application bancaire, moi je ne peux pas intervenir. Ouais, mais c'était une question. Est-ce que c'est plutôt au moment où on valide ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit savoir ou doit connaître? Non, c'est effectivement quelque chose qu'on doit connaître parce qu'il n'y a rien qui vous met en alerte en disant effectivement vos garanties que vous avez avec votre carte qui sont vraiment liées à votre carte ne sont pas applicables sur du virement. Ça peut être important comme sujet. C'est vrai que… Ok, merci. Je vous en prie.
On a une question sur donc, SSP qui est AISP, PISP. Est-ce que vous utilisez un agrégateur type Linkso et quel est le taux d'acceptation au refus échec de l'open banking par les clients? Oui, alors forcément, on utilise un agrégateur qui est en partenariat avec Linkso, sachant que sur d'autres pays, sur des pays où Linkso n'est pas présent, on a un autre agrégateur et on va être en backup pour limiter les problèmes lorsque s'il y avait un agrégateur qui tombait. Donc ça, c'est clair. Et l'autre question, c'était… Taux d'acceptation, refus, échec de l'open banking. Alors, en fait, on n'a pas trop de problèmes lorsque le client clique sur le lien. Donc aujourd'hui, ce dont on travaille, notamment, on en parlait avec IKEA, et c'est souvent un débat qu'on peut avoir, notamment en ligne, où le lien va être moins élevé. Enfin, le fait que le client va cliquer sur le lien va être beaucoup moins élevé que si je suis en ligne avec le client, en recouvrement, ou lorsque IKEA lance aujourd'hui le centre d'appel avec notre solution, là, forcément, le client veut payer, vous l'avez en ligne, vous lui proposez une solution, le taux d'acceptation est très fort. Lorsqu'on envoie du lien, tant que le client ne clique pas sur le lien, et là, on n'a pas la main, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'entre lien de paiement et lien d'initiation, c'est vraiment deux choses différentes. Le lien de paiement donne la main au client. Le lien d'initiation, on fait tout pour le client. Donc, si vous avez votre client en ligne qui vous dit oui, je suis d'accord pour vous payer, pas de problème, il va cliquer sur ce lien. Enfin, vous allez envoyer une initiation de paiement, il va valider la transaction qui lui est présentée par sa banque. Donc, c'est vraiment selon les cas d'usage. Et effectivement, là encore, c'est ce qu'est la réussite de IKEA, qui est beaucoup plus compliquée sur des garages en pleine campagne, c'est l'éducation. C'est l'accompagnement, c'est mettre en… IKEA a fait un book de formation pour tout son personnel. Ils avaient des instances de formation pour les accompagner à ces nouveaux usages qui sont très importants. Donc ça, c'est déjà la formation du personnel. Et le deuxième enjeu, c'est rassurer le consommateur puisque c'est nouveau. Donc, c'est des nouveaux usages. Donc, effectivement, ce que disait Stéphane Ferry, c'est quand on est dans une situation de blocage, on propose une solution de secours, là, le client y va. Il n'y a pas d'autre alternative, il ne veut pas payer. Même vers une solution nouvelle, il va y aller. Et le but, c'est effectivement arriver à faire en sorte que ça rentre dans les usages puisqu'on est au démarrage. Et du coup, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette réticence. Ça viendra petit à petit parce qu'effectivement, dans le parcours, il le connaît, le parcours, parce que c'est le parcours proposé par sa banque. Et il n'y a aucune information financière qui transite. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de donner mon IBAN et vous n'avez pas besoin de me donner un moyen de paiement. Il n'a pas besoin de me donner un numéro de carte. Il n'a pas besoin de me donner un IBAN. Tout se fait automatiquement. J'ai des huissiers, justement, qui me disaient c'est ça le problème, c'est que c'est trop fluide et les créanciers ont l'impression qu'on peut tout faire, qu'on a un super pouvoir pour aller prendre l'argent sur leur compte. Donc, c'est plutôt à l'inverse qu'il faut rassurer. Et en B2B, on peut imaginer donc des solutions qui vont aller initier le paiement de l'ensemble de nos échéances. Du coup, c'est ça? Alors oui, l'ensemble de vos séances comptant ou pour un paiement immédiat, oui, sur l'initiation de paiement par virement, oui. Ouais, on a une question sur la garantie de prélèvement. Jusqu'à quel délai intervenez-vous? 90 jours. Généralement, on va pas au-delà sur la garantie. Sachant qu'après, on est sur on a des solutions d'encours ou de garantie renouvelable. Par exemple, avec Bricoman, on fait de la garantie d'encours qui est reconduite tous les mois, et ce depuis de nombreuses années. Oui, d'ailleurs, on avait eu une présentation de Bricoman il y a 2 ans. Qui était venu présenter, voilà, là, on était vraiment sur du prélèvement parce que le virement initié n'existait pas encore. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, le prélèvement, c'était un peu nouveau dans la distribution pour les milieux BTP. Tout à fait. Lien d'initiation de paiement reste valide combien de temps après envoi au client?
Là encore, c'est des choses qu'on peut définir sur la durée de validité du lien. Ben, oui, ça peut aller jusqu'à quand? Enfin, jusqu'à quel… On peut ne pas mettre de limite, sachant qu'après, effectivement, tant que le client n'a pas cliqué, on sera sur une transaction qui sera en attente. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il y a eu beaucoup de questions suite à la démo. Peut-être que avant de reposer des questions, ce qui peut être intéressant, parce qu'on en a parlé, Stéphane tout à l'heure en a parlé rapidement, c'était sur comment se passe un projet et quel est le déroulement, quels sont les points clés. Quand j'ai échangé avec Stéphane, il me disait que la partie juridique était très importante au démarrage, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information sur le déroulement d'un projet? Oui, alors là encore, tout dépend quel mode on choisit. Quand on est sur du mode SaaS, forcément, la mise à disposition de notre plateforme en mode SaaS avec un login et un mot de passe est assez rapide. Il y a par contre, effectivement, on est établissement de paiement, donc il y a toute la phase de KYC avec des documents, puisqu'on va ouvrir un compte de paiement, on doit nous s'assurer de la SCBFT et du KYC du client, donc on va lui demander énormément d'éléments. Moi, on s'est mis d'accord avec un huissier de justice hier, il m'a envoyé les éléments dans la journée. L'après-midi même, il m'a envoyé sa charte graphique et son logo à intégrer pour préparamétrer la plateforme. En fin de semaine, il aura notre solution. Ça dépend de la réactivité du marchand et surtout des documents qui doivent être forcément un cabis de moins de 3 mois, des documents, la carte, la CNI du dirigeant. Voilà, forcément, on ouvre et on doit répondre à des exigences réglementaires. À partir du moment où on a tous les documents qui sont liés à ce KYC, après, on rentre dans le mode projet qui va être effectivement le pré-paramétrage et la définition de l'outil qui va être mis en place. Et à partir de là, soit effectivement, on livre les accès de la plateforme en mode SaaS, soit on va livrer nos API pour que la solution soit intégrée au système du client. Et là, après, il y a l'intégration des API qui peut prendre entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, selon ce que le client met en place. Lorsqu'on est également directement intégré dans un ERP, là, c'est pareil, on a très souvent l'intégration qui est déjà faite, donc après, ce n'est qu'une question d'activation, notamment pour les acteurs du voyage qui souhaitent bénéficier d'une solution à travers Orchestra. C'est une activation auprès d'Orchestra et l'ouverture d'un compte et d'un contrat auprès de SSP. Donc, c'est plus ou moins lourd selon ce que l'on veut faire. Forcément, avec IKEA, vous avez compris que c'est une grosse entreprise qui avait beaucoup d'instances chez eux, qu'on a adapté nos solutions et notre contrat aux besoins d'IKEA. Donc, après, il y a eu forcément les allers-retours du contrat avec le service juridique. Mais après, effectivement, le côté livraison de la solution a été assez rapide puisque c'était du mode SaaS. Donc, à part les modifications qu'ils nous ont demandées d'intégration du lien de remboursement sur la plateforme, tout le reste était déjà disponible. Donc, tu parlais de grosses entreprises et après tu présentais, tu as rapidement parlé de PSA sur des projets de ce type-là. Donc, si on a quelques très grosses entreprises qui sont dans l'assistance aujourd'hui, là, c'est vraiment la complexité du système d'information du client et de ses parcours qui va faire qu'un projet peut prendre du temps, comme pour tout projet. Oui, alors, il y a plusieurs choses. PSA, c'est très long parce qu'il y a 7000 garages à équiper, donc forcément, c'est long. Il y a des garages avec des réseaux multimarques, des garages indépendants, des gros groupes indépendants, du réseau intégré. Voilà. Ouais. On répond à différents usages, des plateformes B2B, Distrigo pour les commandes des pièces. On est sur des bornes pour du service 24/7. On est en mode SaaS dans les garages.
Donc, c'est beaucoup d'interlocuteurs, c'est des pays différents. C'était un gros projet qui a mis énormément de temps et qui va mettre encore énormément de temps à se déployer sur l'ensemble des pays. Voilà, on n'arrivera pas à maturité du projet avant, je pense, 3 ans. Donc ça, effectivement, c'est complexe. Mais après, on s'adresse aussi à des TPE, PME, où elles, effectivement, c'est assez rapide, hein, puisque elles vont juste avoir besoin des solutions que l'on propose, soit on est déjà en PrestaShop, en Magento ou Commerce, où elles vont pouvoir mettre notre key CMS sur leur site internet, ou alors directement disposer de la plateforme, puisqu'effectivement, elles, ce qu'elles recherchent, c'est pouvoir mettre du lien dans une facture pour être payé, de pouvoir créer une transaction carte ou une transaction virement prélèvement, de proposer des facilités de paiement, et là, la plateforme propose déjà tous ces services. Ok, et je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie projet, les uns les autres, s'il y a des points que vous souhaitez éclaircir. Est-ce que vous fournissez des supports de formation ou d'éléments permettant le change management, la réassurance client, ce genre de choses pour aider au déploiement? Oui, alors on fait plein de choses, ça dépend. On a des supports, forcément celui qu'on a co-construit avec IKEA ou avec PSA, on peut les mettre à disposition et les personnaliser pour nos clients selon leurs usages, puisqu'effectivement, on a un guide d'utilisation de la plateforme, on a une chaîne YouTube où il y a tous les tutoriels pour chacune des fonctionnalités qui ont été développées. Et après, on a des motion design qui vont permettre de diffuser et de vulgariser l'utilisation de la solution auprès des utilisateurs. Donc, on vous accompagne également dans la construction de ces supports. Et pour la phase pré-projet, les cas d'usage, etc., vous avez quelque chose aussi d'assez simplifié pour vendre le projet en interne? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on développe. Alors, la spécificité des CSP, c'est de ne pas avoir eu une plateforme standard. On fait quasiment que du sur-mesure et on va couvrir l'ensemble des usages. Donc, je vous ai parlé de l'intégration sur un site internet, que ce soit en API ou directement un kit de paiement, en mode SaaS, sur tablette, sur smartphone, en point de vente. Mais on va également avoir des solutions de marketplace, des solutions où sur la plateforme on va pouvoir générer des liens qu'on va mettre dans des factures. Le but, c'est effectivement de pouvoir proposer du sur-mesure. Donc, on va activer ou désactiver certaines briques sur la plateforme pour pouvoir répondre au cas d'usage bien précis du client. Et ensuite, on va lui fournir la documentation et du coup, on va construire le support qui va répondre vraiment à ce cas d'usage dans son enseigne. Je rebondis sur ce que tu disais sur le lien sur une facture, c'est-à-dire que j'envoie une facture électronique et je peux insérer un lien pour une personne qui a un mode de paiement autre que le prélèvement. Oui, alors effectivement, pour tous les clients sur lesquels on envoie soit un devis, soit une facture, parce qu'on a aussi beaucoup l'intérêt, c'est de faire en sorte que très rapidement, le devis puisse donner une validation à un paiement pour qu'ensuite la facture soit générée et du coup créer et accélérer l'acte d'achat. Donc tout ça, effectivement, étant digital, c'est assez facile de pouvoir, et notamment avec la loi facture 2023, on a beaucoup de projets de liens de paiement ou de QR code à mettre sur une facture qui permet toujours de faciliter le paiement au client. Et le lien d'initiation, c'est vraiment la solution la plus simple, puisqu'effectivement, je clique et ça initie le paiement vers ma banque. Oui. Une question. Le coût est basé sur la création du lien d'initiation ou sur la validation de la transaction? Alors, il y a un coût au lien. Quoi qu'il en soit, qu'il soit généré, il est généré. Donc, que le client clique ou pas, il y a ce lien qui est généré. Mais par contre, effectivement, la transaction, c'est seulement si le client clique sur le lien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai une petite question sur le financement. Je
je pense qu'il y a certaines règles légales quand vous proposez un financement de crédit à la consommation. Il semble que vous devez être en face du client, que vous devez lui faire signer sur place un contrat avec l'entreprise financière. Du coup, comment on gère ça avec un lien qui semble envoyer à distance Justement, aujourd'hui, effectivement, Onet a développé tout parcours digital pour bénéficier d'un financement immédiatement avec un paiement 3-4 fois par carte bancaire, qui fait qu'effectivement, dans tout le parcours où le client va s'authentifier et va valider, il va donner effectivement, Onet va donner toutes le cadre juridique et contractuel à son client, et à la fois, le client va donner son consentement et accepter ces conditions-là pour que l'accord puisse être donné immédiatement. Je voudrais juste peut-être donner une petite précision. Ces paiements en 3-4 fois ont des durées inférieures à 90 jours. Enfin, c'est 90 jours maximum. Donc, ce ne sont pas considérés comme des contrats de crédit et donc pas soumis à la loi Scrivener du crédit à la consommation. Merci, Marie. Merci. Pardon. Ah non, mais je vous en prie, merci beaucoup. Complétez bien. Merci. Ok, écoutez, je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait un tour plus que complet sur l'initiation de paiement et les possibilités offertes par la plateforme de SSP. Moi, j'ai une petite question, encore une fois, sur la connectivité. Dans l'exemple d'IKEA, on parlait de plusieurs centaines de vendeurs en contact center. La question, c'est est-ce que tous ces collaborateurs-là ont accès au back-office de SSP pour commanditer ces liens? La question qui est derrière, c'est est-ce qu'il y a une communauté de vendeurs particulière qui a accès à la plateforme versus le reste des vendeurs qui n'a pas le change à prendre et qui serait du coup directement connecté via vos API aux mêmes fonctionnalités? Alors, pour le moment, comme vous l'a dit IKEA, puisqu'on a choisi d'aller vite et de pouvoir répondre à différents cas d'usage les uns après les autres, pour le moment, on n'est qu'en mode SaaS. Sur le mode SaaS, effectivement, on a tous des droits d'utilisateurs qui sont hiérarchisés et qui sont prédéfinis par IKEA. Donc, ils sont préparamétrés dans notre plateforme qui permet effectivement, en fonction de la hauteur dans la hiérarchie, de pouvoir attribuer différents droits. Donc, certains vont avoir effectivement, et là encore, toute la partie trésor, eux, vont pouvoir avoir accès à tout ce qui est réconciliation, alors qu'effectivement, l'opérateur, lui, ce qu'il a besoin, c'est de créer une transaction et s'assurer derrière que cette transaction, elle est bien validée. Donc, après, effectivement, dans les utilisations, les droits d'utilisateurs peuvent être complètement tous prédéfinis en fonction même d'une structure assez complexe avec différents émetteurs, avec derrière des différents droits autorisés et octroyés aux utilisateurs. Tout ça est préparamétrable. D'accord, merci. Je vous en prie. On a une question de Pascal de Bricoman. En termes de RGPD, nous avons besoin de l'accord du client pour fournir son mail, numéro de téléphone à la plateforme SSP. Point d'interrogation. Alors, ce ne sont pas des données sensibles. Les données qui vont être transmises, alors la plupart du temps, effectivement, lorsqu'on est dans un parcours e-commerce, ce sont des informations qui sont prédéfinies à l'ouverture de ton compte. Donc, ces informations-là, il n'y a pas à les fournir puisqu'elles nous sont remontées directement par le site. Et donc, du coup, on va juste avoir les informations liées à la transaction qui vont être demandées. Lorsqu'on est en face à face, le client, c'est bien lui qui vous donne ces informations-là. Donc, il donne bien son consentement pour vous les donner, puisque vous lui posez des questions et il vous les donne. Donc, du coup, là encore, on n'est pas sur des questions sensibles qui sont que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'email. Après, il y a qu'est-ce que je fais de ces données? Et c'est vraiment ça, effectivement,
le gage RGPD, c'est de dire est-ce que je garde ces informations-là ou est-ce qu'elles ne me sont pas accessibles? Vous savez bien que IKEA est très sensible à ce sujet-là. Donc, effectivement, toutes les données sont des données caches qui sont effacées tous les jours et que IKEA ne conserve pas dans ses systèmes. Et donc, du coup, nous, effectivement, on est réglementé à travers la CPR et on fait des déclarations RGPD pour, effectivement, dire très clairement ce que l'on fait, comment on stocke ces données, quelles sont les accessibilités à ces données. Ok, on a une question sur la fraude. Est-ce qu'il y a des types de fraude qui pourraient ressortir et avec un point particulier mis en avant, qui est le fait que le débiteur, donc la personne qui va payer, quand, dans la démonstration que tu nous as faite, on voit l'IBAN de la société. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité derrière de l'utiliser? Non, mais là, je vous ai fait une vidéo de démo où je vous ai même montré mon propre IBAN et même à travers ces vidéos, j'ai moi-même eu des cas de fraude puisque certains utilisateurs ont essayé d'utiliser mon IBAN. Non, forcément. Alors ça, c'est l'IBAN qui va être dans l'application bancaire du client auprès de sa banque. Donc en fait, normalement, cette donnée-là, personne ne la voit puisque je suis sur mon téléphone, je suis dans mon espace bancaire, j'ai la transaction qui m'est présentée avec l'IBAN du bénéficiaire et mon IBAN. Donc, le compte du bénéficiaire et mon IBAN. Donc là, j'ai pas cette information-là, elle n'est pas accessible à l'opérateur, puisque l'opérateur n'a aucunement cette information qui est affichée, comme vous avez pu la voir ici. Alors, en fait, la question, c'était par rapport à l'IBAN, c'est-à-dire que moi, je reçois un lien de paiement, je clique et je vois l'IBAN du bénéficiaire. Donc, est-ce que je ne peux pas finalement capter cette IBAN et derrière, si je suis fraudeur, la réutiliser? Ouais. Cet IBAN n'est pas forcément, n'est pas visible, il est crypté, enfin, il a des croix sur certaines zones. D'accord. Alors, comment on s'assure que le client n'est pas soumis à un gel des avoirs? On rentre. Là, ça fait partie justement des contrôles que l'on doit faire en tant qu'établissement de paiement. On doit appliquer effectivement tous les contrôles LCBFT. On doit faire nos déclarations de soupçon. On a tout un tas de tout un process à faire avant justement, puisqu'on est garant des transactions qui sont pour que l'on processe. Ok, il nous reste quelques minutes avant la fin de notre webinaire. Donc, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. En attendant que vous posiez vos questions, déjà, merci beaucoup Eddy pour cette présentation détaillée, tous les échanges que nous avons eus. Et je remercie à nouveau Stéphane Ferry d'IKEA qui nous a fait son retour d'expérience au début. C'était un plaisir de vous retrouver de nouveau pour un webinaire Smart Session. Alors, on espère que notre prochaine session, qui est normalement prévue fin novembre, début décembre, on pourra la refaire en physique pour les membres de la communauté recouvrement. Donc voilà, donc on vous tiendra informé dès qu'on aura une date précise. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si Eddy, tu veux dire un dernier mot par rapport à… Je remercie d'abord, je vous remercie Olivier pour cette audience. Je remercie Stéphane forcément de son retour d'expérience et d'avoir partagé un peu les projets qu'on avait ensemble, puisqu'effectivement, c'est toujours très intéressant d'avoir le retour d'un utilisateur et notamment IKEA est une belle référence. Et ensuite, je remercie à tous les participants de s'être intéressés à ce retour d'expérience d'IKEA et à cet échange que nous avons pu avoir par la suite. Merci à tous et puis à très vite. Passez toute une très bonne journée et puis on se retrouve rapidement, soit pour un webinaire, soit pour une session en physique. Bonne journée et à très vite. Au revoir.